On va parler d'histoire, mais d'histoire fabriquée avec un livre grande gueule signé d'un prof d'histoire en banlieue parisienne, Vincent Badré. Vincent Badré, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans Les Grandes Gueules, vous enseignez l'histoire. Et alors là, vous remettez finalement en cause tous nos souvenirs scolaires sur l'histoire dans ce livre, parce que vous nous racontez que depuis des décennies, à l'école, on nous raconte une histoire fabriquée de toutes pièces, souvent pour des raisons idéologiques, ou parfois même par ignorance. Alors on peut prendre quelques exemples. On nous raconte que l'ouvrier souffrait forcément dans la révolution industrielle et vous démontrez le contraire. On nous raconte sur l'Europe après 1945 que les eurosceptiques sont tous des déséquilibrés alors qu'ils ont quand même des arguments. On nous raconte, alors un peu plus loin au Moyen-Âge, que l'Église pensait que les femmes n'avaient pas d'âme alors que l'émancipation des femmes a commencé au Moyen-Âge, etc., etc. Ou que pendant la guerre d'Algérie, la violence était surtout du côté français. Alors en fait, tout ça, ce sont des titres et des différents chapitres, et en fait, ce sont des affirmations ou des tendances qui sont présentes dans les manuels. Alors c'est pas forcément dit systématiquement. C'est-à-dire que pour certains sujets, par exemple pour l'âme des femmes, on n'en parle pas. Donc la question n'est jamais abordée. Donc on a Aurélie Filippetti, qui est devenue ensuite ministre de la Culture, qui disait à l'Assemblée nationale dans un débat, oui mais au Moyen-Âge les femmes n'avaient pas d'âme. Bon, alors en fait si on a fait un tout petit peu d'histoire, on sait que c'est un mythe, et malheureusement, dans l'enseignement, donc en 5e ou en seconde, on parle du Moyen-Âge, et les manuels, alors les professeurs le font peut-être, mais les manuels le font pas, ne disent pas, ben voilà, ça c'est un mythe. Ça c'est quelque chose qui n'a pas existé parce que c'est quelque chose qu'on s'est imaginé au 19e siècle. Alors pour les eurosceptiques, là aussi ce sera quelque chose qui sera présent, par exemple, ce sera une photo dans un manuel où on voit une manifestation contre la construction européenne avec deux manifestants, dont un Anglais qui a l'air un peu déséquilibré, un peu maladif, etc., devant un policier qui le regarde, goguenard. Donc ça ne veut pas dire que tous les manuels disent les eurosceptiques sont des déséquilibrés. Ça veut dire que on peut choisir, quand on fait un manuel, on peut choisir une image qui va donner une impression de bah voilà, ces trois pelés de tondu déséquilibrés. C'est pas 50% des gens. La colonisation aussi, la colonisation, voilà. Ou la guerre d'Algérie, vous en parlez. Mais alors, bah sur la guerre d'Algérie, sur les exemples encore un petit peu. Ouais. Voilà, sur la guerre d'Algérie, en fait, là aussi, ce sera une question. On va dire les choses. Donc, par exemple, vous allez avoir un manuel qui va dire voilà, il y a des gens du FLN qui ont égorgé des gens d'un autre mouvement indépendantiste algérien qui s'appelait le MNA. Donc, on a le mot égorgé dans un document. Document d'à côté, on va avoir une description de brutalité de soldats français contre des vieux Algériens, donc un vieillard qui en a assez, une vieille femme, et puis le soldat qui dit bah le plus terrible c'était que l'officier ou le sous-officier qui faisait ça avait l'air d'y prendre du plaisir. Et puis document d'à côté, répression d'une manifestation pro-FLN à Paris où on a un policier qui donne des coups de pied dans le ventre d'une femme enceinte. Donc là, on a dit la vérité. On a dit qu'il y avait des violences des deux côtés. Sauf que dans le traitement du sujet, en fait, on va insister sur une chose plutôt que sur une autre. Voilà, donc sur certains sujets, le policier français qui donne des coups de pied dans le ventre. C'est-à-dire qu'on va, en fait, on va donner un document très émotionnel d'un côté, ou deux documents émotionnels, et une description de l'autre. Et dans un manuel de sciences économiques en première, il y a, pour illustrer les relations entre les patrons et les syndicats, deux images. Il y a une image où on a un patron très gros et un ouvrier tout petit, et en dessous c'est marqué sans syndicat. Mais c'est vrai, hein, il suffit de le vérifier. Et puis à côté, l'image où on a un ouvrier qui est fier de lui, dominateur, etc. Et puis un patron tout petit avec un gros cigare malgré tout, avec syndicat. Ça rejoint ce que vous dites sur la révolution industrielle. Les manuels expliquent que l'ouvrier était forcément opprimé pendant la révolution industrielle, et vous apportez des témoignages différents. Alors en fait, le traitement de cette question-là est intéressant parce que on dit que l'ouvrier souffrait. Alors malheureusement, j'ai trouvé en faisant quelques recherches qu'il y a des recherches qui montrent de quelle manière il souffrait. Par exemple, vous avez quelqu'un qui a regardé la taille des conscrits à Mulhouse au 19e siècle. On s'aperçoit que quand ils commencent à travailler très jeunes dans les usines, eh ben leur taille baisse. Elle devient inférieure à la moyenne, elle était supérieure à la moyenne avant. Donc ça veut dire qu'il y a vraiment eu un problème. Par contre, le traitement en fait du syndicalisme, du libéralisme, etc. est un peu particulier. C'est-à-dire qu'à la fois, on va avoir, on va dire les ouvriers sont des victimes, mais on va pas réfléchir, ou on va pas donner les éléments de réflexion sur comment ils ont fait pour réagir, quelles sont leurs réactions, qu'est-ce qui a pu améliorer leur situation. Et par exemple, on va dire voilà, en Allemagne, il y a la cogestion.
C'est-à-dire que y a des représentants des syndicats dans les conseils d'administration des entreprises. Bon, très bien. Mais on ne dit pas qu'est-ce qui a permis de l'obtenir, qui a eu l'idée, et que c'est des syndicats unitaires qui ont obtenu, qui en menaçant d'une grève, ont obtenu ce résultat-là. Donc à la fois, on est misérabiliste, donc on dit voilà, les pauvres ouvriers qui sont victimes du capitalisme, et en même temps, on ne dit pas qu'est-ce qui a pu changer les choses à tel ou tel moment. Non, mais que l'enseignement de l'histoire en soi soit éminemment politique, enfin, je veux dire, c'est pas nouveau. On a eu, enfin, je veux dire, il y a eu justement toute cette période de nos ancêtres les Gaulois où on faisait réciter ça à des petits noirs qui avaient jamais vu un Gaulois de leur vie parce que c'était justement la France coloniale, la Grande France, etc. Enfin, ça a toujours été politique et on a tous des exemples aussi au-delà du manuel parce que c'est vrai que les manuels font des choix politiques, mais on a tous des exemples du prof complètement marxiste, le prof d'histoire marxiste qui nous a fait le cours absolument sa vision du monde, du prof beaucoup plus à droite qui nous a refait le monde aussi à sa sauce, et en réalité ça dépend aussi du prof, enfin, je veux dire, il faut quand même être clair, au-delà du manuel. Alors je suis tout à fait d'accord avec vous, effectivement, en tant qu'enseignant, quand on commence, on a la possibilité d'assister au cours de certains de ses collègues. Et j'ai vu des exemples très variés, où j'ai entendu vraiment exactement ce que vous dites. De professeurs qui, il y en avait un qui était anarchiste, une qui était pro-européenne, etc. Il y avait vraiment de tout. Donc, si vous voulez, les manuels, ça permet d'avoir une idée un peu des idées moyennes des professeurs. Parce que les manuels sont choisis par des groupes d'enseignants. C'est-à-dire que dans mon lycée, on reçoit, l'année dernière, j'ai reçu les nouveaux manuels de terminale. Tous mes collègues les ont reçus aussi. Donc j'en ai reçu 7 pour les terminales L et ES, littéraire, économique et social. Donc on les reçoit et puis on dit, celui-là, il te semble bien, les images sont bien, machin, etc. Et on le choisit. Donc un éditeur, il a besoin, si vous voulez, de correspondre, de pas choquer les profs. Et donc mon approche, ça a été de dire, de regarder ce que disent les manuels sur les différents sujets, et de dire par exemple sur la guerre de 14, ils vont donner qu'est-ce qu'ils donnent comme exemple de soldats. Alors on a des exemples de soldats qui souffrent. Les programmes nous demandent de parler de leur expérience du combat, et donc on les voit souffrir. Mais on a un seul exemple d'une personne qui s'engage volontairement dans la guerre de 14, c'est-à-dire qui n'est pas là uniquement parce qu'on l'a obligé d'y être et parce qu'elle risque d'être tuée si elle n'y va pas. Et c'était vrai. Ceux qui refusaient d'aller combattre, c'était le peloton d'exécution tout de suite. Il y a un seul exemple. Cet exemple, c'est Bécassine. Donc, qui veut s'engager comme infirmière. Alors, Bécassine, donc c'est une domestique bretonne, un peu stupide, très gentille, mais stupide, qui et alors elle comprend rien à rien, mais elle est quand même engagée comme infirmière. Et c'est le seul exemple d'engagement volontaire. Alors qu'en fait, vous avez eu à peu près 30 000 volontaires étrangers qui n'étaient pas obligés, qui sont venus dans l'armée française. Vous avez des écrivains comme Apollinaire, qui était étranger, vous avez des écrivains comme Sandra, donc qui était engagé volontaire. Vous avez Louis Pergaud, l'auteur du Grand Maulne, qui était républicain, radical, si je me souviens bien, plus ou moins radical socialiste, etc., qui dit voilà... Les Barbus et autres, là. Voilà, alors Barbus, je sais pas, mais Louis Pergaud, il écrit pendant la guerre, cette guerre, c'est la continuation de la guerre de la Révolution pour libérer les peuples, etc. Il était volontaire. C'est pas juste de pas dire qu'ils étaient volontaires. Ou que certains d'entre eux l'étaient. J'ai une question plus sur le fond, parce qu'on a bien compris, et dans notre parcours de vie, on a vu qu'à un moment donné, il y a certes le manuel, ce qu'il dit, il y a comment le prof l'interprète, parce que je me rappelle d'un formidable film qui s'appelait Prof avec Patrick Bruel dans les années 80. Un chef-d'œuvre cinématographique. Il y avait les sous-doués passent le bac aussi. Je te parle de prof, où le prof d'histoire géo s'appelle Charles Marx, et il décrit à ses élèves comment l'État américain est découpé à la scie alors que l'État russe respecte les courbes du fleuve. Tu vois ce truc là, j'ai ça en tête. Et alors, ça se trouve sur internet très facilement. On a tous vécu ça, mais est-ce que parce que moi j'ai ce sentiment là, les meilleurs profs d'histoire géo que j'ai eu, c'est ceux qui m'ont éveillé à aller chercher par moi-même, quoi, à sortir du manuel. Et moi l'histoire, j'adore ça, et je lis encore tous les jours et régulièrement sur l'histoire. Chaque fois que je peux, je pique le Guerre et Histoire à Alain Marchal parce que c'est quelque chose qui est très bien fait. Et je me dis aussi que ces profs-là, ils ont été bons dans le sens où ils m'ont aidé à aller chercher par moi-même une autre version de l'histoire, quoi. Est-ce que c'est pas ça un vrai bon prof, quoi, finalement, en dehors de ce qu'il y a dans le manuel, quoi? Vincent Badré. Alors en fait, il y en a plein des bons profs. Si vous voulez, le manuel c'est une base, c'est un instrument de travail. Dans les manuels, il y a des choses qui sont très bien.
Et alors, il y a les choses qui vont pas dans le sens dominant sont un peu minoritaires. Donc moi, j'essaie de les mettre en valeur, mais on peut très bien faire des cours super avec les manuels. Vous-même, Vincent Badré, vous nous présentez une version subjective, parce que l'histoire, c'est pas une science. L'histoire, elle peut être interprétée différemment. D'ailleurs, c'est une science humaine, et d'ailleurs, elle évolue, parce qu'on dit des choses sur l'histoire qu'on ne disait pas il y a 10 ou 20 ans. La guerre d'Algérie, c'était les événements, par exemple, et puis c'est devenu quand même une guerre maintenant dans les manuels. Donc vous-même, vous avez une interprétation. Pourquoi je devrais vous croire? Pourquoi Vincent Badré aurait la vérité absolue sur l'histoire? Alors, il n'y a pas de vérité absolue dans l'histoire. Il y a une histoire qui évolue, qui cherche la vérité. Voilà. Et qui la cherche de manière critique. En fait, on est obligé de choisir. Donc, on choisit plutôt d'insister sur une chose plutôt que sur une autre. Donc, ce que j'ai essayé de faire, c'est de regarder sur quoi on insistait. Et ensuite, dans les réponses, de regarder des recherches historiques, des livres qui ont été écrits par des historiens, j'ai essayé de vérifier ce qu'ils disaient sur par exemple, on dit les colonisateurs ont exploité les colonisés. Bon, il y a des recherches qui ont été faites là-dessus, qui nuancent fortement ce tableau. Bon, j'essaye de dire, voilà, dans mon livre, il y a des références. On dit, voilà, il y a tel auteur qui a fait telle enquête à tel endroit. Donc vous dites que l'histoire, en fait, c'est beaucoup plus nuancé que l'interprétation qu'on veut en faire, où c'est forcément des méchants et des gentils qui s'affrontent. Vous en parlerez dans un instant avec un étudiant à l'université en histoire de Toulouse. Il a 21 ans, Mathieu, et il veut reparler lui aussi des programmes qu'il a sous les yeux, midi moins 20. L'histoire fabriquée, point d'interrogation. C'est Vincent Badré, prof d'histoire grande gueule, qui est avec nous sur RMC dans les GG. RMC, Alain Marchal, Olivier Truchot et les grandes gueules. Les GG, les grandes gueules sur RMC midi moins 20. On a fait venir un prof d'histoire avec nous. Il enseigne en banlieue parisienne. Il s'appelle Vincent Badré parce qu'il a posé une question. L'histoire fabriquée, ce qu'on ne vous dit pas à l'école, c'est aux éditions du Rocher dans la collection documents. Rafik réagit. Il dit bonjour les grandes gueules. Moi, quand j'étais en terminale, nous dit Rafik de Seine-et-Marne, j'ai étudié l'histoire de la colonisation et la guerre d'Algérie. J'ai été révolté par plusieurs contradictions dans différents manuels, massacre de Sétif, notamment le traitement des Algériens du FLN à Paris, sans compter aucun ne parlait des essais nucléaires et des retombées sur la population touareg. Aussi, l'histoire est mal expliquée. On prend parti, dit-il, et on dénonce ce qu'on veut. Mathieu, bonjour. Oui, bonjour Didier. Bienvenue, étudiant en histoire à l'université de Toulouse. Oui. Donc, est-ce que vous avez l'impression qu'on nous fabrique une histoire ? En quelque sorte, ça dépend surtout souvent de l'enseignant, de la manière dont il aborde l'histoire. Et je vous ai écrit parce que j'ai vraiment vu la différence des programmes par rapport à ce que moi j'ai étudié en terminale, donc quand c'était en 2009. Mm-hmm. Et mon petit frère qui aujourd'hui a 17 ans, donc il passe en terminale. Et aussi parce que j'ai discuté avec mon ancien enseignant d'histoire-géographie et qui se trouve confronté à de gros problèmes pour faire comprendre à ses élèves tout le XXe siècle en fait, puisqu'ils font des sauts dans le temps. On étudie d'abord la Première Guerre mondiale, puis après elle m'a dit qu'elle devait étudier donc la Seconde Guerre pour revenir à l'entre-deux-guerres. Et elle est confrontée à des élèves qui sont totalement perdus, puisqu'ils ne comprennent pas vraiment les liens chronologiques entre les deux conflits. Alors, pour aller dans votre sens, on a appris, et je sais pas, et Vincent Badré va nous le dire, que par exemple, les nouveaux manuels de 3e et de terminale d'histoire-géographie laissent de côté quand même essentiellement la Première Guerre mondiale, la Grande Guerre. On parle plus de Joffre, on parle très peu du rôle de Pétain pendant la Première Guerre mondiale, alors que c'est essentiel pour comprendre pourquoi Pétain a pu reprendre le pouvoir pendant la Seconde Guerre mondiale. Est-ce que c'est vrai ça, Vincent Badré ? Alors, pour ce qui est des programmes, ils donnent un cadre. Donc, dans le programme de 3e, que je ne connais pas très bien, parce que j'enseigne plutôt en lycée, en fait, on dit étudier la Première Guerre mondiale. Et après ça, la manière dont les manuels l'appliquent va faire qu'on va pas tellement insister sur les personnes, soit sur les généraux de la Première Guerre mondiale, et donc on va pas expliquer que Pétain a été populaire en 1940 parce que pendant la Première Guerre mondiale, il avait en fait participé à la victoire de Verdun et il s'était soucié si on du sort des soldats. Pas ça, nos étudiants, nos lycéens ne comprennent rien. Alors de fait, ça pose un problème. Donc ça a été l'un des dirigeants de l'association des professeurs d'histoire-géographie qui a protesté sur le traitement de la Première Guerre mondiale dans les manuels de 3e. Alors maintenant, ce qu'ont dit les deux intervenants que vous avez cités ou que nous avons entendus à propos des programmes de lycée, c'est que en fait le programme de première, c'est le 19e et le 20e siècle fait à toute vitesse et dans le désordre chronologique.
C'est-à-dire qu'on part du principe que les élèves sont tous des bons élèves, qu'ils ont tous bien compris la chronologie en collège, qu'ils n'ont pas appris trop de dates, mais qu'ils ont appris les bonnes, et qu'ils les connaissent. Donc comme tous nos élèves sont des bons élèves, d'après les concepteurs du programme, en première, on peut faire une histoire thématique. Donc on va étudier les 2 guerres mondiales ensemble. Et puis ensuite, on va étudier la colonisation et la décolonisation ensemble. Ah oui, il n'y a pas de chronologie. Voilà, alors en fait, on peut le traiter de manière chronologique, mais ce qui nous est demandé, c'est de le traiter de manière thématique. Mais c'est pas idiot, la Deuxième Guerre mondiale... C'est pas idiot si on connaît bien la chronologie. La Première et la Deuxième Guerre mondiale sont une seule et même guerre, dit-on en géopolitique, séparées par une longue trêve. Alors en fait, c'est pas stupide comme ça point de vue. a une logique à partir du moment où on a bien compris les choses, comment les choses s'enchaînent les unes après les autres. C'est-à-dire que la Seconde Guerre mondiale, et Pétain... Pendant la Seconde Guerre mondiale, il est populaire à cause de la première, pas forcément à cause de ce qu'il fait pendant la deuxième. Donc, il y a un problème, si vous voulez, parce que on a choisi de faire des programmes de première qui vont très vite et des programmes de terminale qui sont tout aussi thématiques et qui abordent des tas de sujets différents. C'est vrai qu'on sacrifie un peu l'histoire en ce moment. Alors en fait, on a réduit les horaires de l'histoire et ça c'est très visible parce que elle est plus en terminale scientifique. Elle est en terminale littéraire. C'est une option en terminale scientifique. En terminale scientifique, pour le moment, c'est une option. Voilà. Maintenant, les autres matières ont perdu des heures aussi, mais ça se voit moins. Parce qu'il n'y a pas eu un enseignement dans une classe qui a été supprimé. On estime que c'est moins important maintenant que les maths alors. Ça dépend du point de vue, mais essayez de vendre des cours d'histoire-géographie plutôt que des cours de maths. Les équations à 2 inconnus, tu t'en sers souvent. Non, mais tu me fais régulièrement remarquer à chaque fois que je fais des références à l'histoire que ça n'est que l'histoire. Et qu'il faut se situer dans le présent. Je te réponds, c'est essentiel pour moi de comprendre l'histoire. C'est même déterminant pour être... Quand tu fais de la macroéconomie, t'es obligé. En revanche, comprendre aussi l'économie et résoudre quelques équations. On parle aussi de culture générale. Mais moi, ce qui m'intéresse là, c'est le récit de l'histoire. Qui a le droit de raconter l'histoire? En fait, c'est le vainqueur qui raconte toujours l'histoire. Donc, quand on gagne la guerre, on gagne le droit d'écrire les livres d'histoire. C'est ça qui se passe. Et donc, l'histoire, elle peut pas être neutre, quoi. Alors, en fait, l'histoire, elle peut chercher à être neutre. C'est-à-dire qu'elle peut chercher à comprendre la parole de même des gens avec qui on n'est pas d'accord. C'est-à-dire qu'en histoire, si on est amené à parler des libéraux, des communistes, des nationalistes, des antinationalistes, etc., et que il est possible, et il y a certains manuels sur certains chapitres qui le font, il est possible de faire comprendre. Par exemple, dans mon livre, je cite le fondateur de la police politique de l'URSS, donc il y a un communiste qui dit « Nous sommes les êtres les plus purs et les plus moraux du monde parce que nous tuons la source du mal, c'est-à-dire les bourgeois. » Bon, eh bien, pour comprendre sa mentalité, pour comprendre ce qu'il avait dans la tête en créant les premiers camps de concentration communistes, il faut lire ce texte. C'est-à-dire que qu'on soit vainqueur ou vaincu, du bon côté du manche ou pas, ce qui est important, c'est de dire, quand on fait de l'histoire, de dire qu'est-ce qu'il dit, que dit la personne que j'ai en face de moi. Et ça me servira dans la vie politique et quotidienne. Et en histoire, pour faire de la bonne histoire, c'est important. Juste une chose, parce que je te donne la parole, Marianne, mais c'est parce qu'il y a une petite erreur de notre prof d'histoire qui a été corrigée. On reçoit des dizaines de mails de nos internautes. C'est pas Pergaud, c'est Fournier. C'est Alain Fournier. C'est pas Louis Pergaud. Alors, je suis absolument désolé. Merci à toutes celles et ceux qui ont corrigé. Et puis d'histoire, pas de littérature. Je salue Mathieu, l'étudiant en histoire de Toulouse, à qui je fais envoyer, vous allez le signer, on lui fait envoyer votre livre, Vincent Badré, l'histoire fabriquée. Marianne, pardon. Oui, non, mais j'avais juste, moi j'ai quand même le sentiment, quand je vois les statuts un peu déboulonnés, justement, déjà, comment on peut parler d'un armistice si on parle pas de Foch, ça me paraît un peu invraisemblable, mais c'est vrai qu'on a le sentiment qu'on est passé d'une iconographie, donc avec des grandes figures, l'histoire, en fait, c'était Vercingétorix, etc., on avait des noms, à une petite histoire, en fait, on veut mettre l'histoire uniquement sur l'histoire des populations plus que des grandes figures, enfin, j'ai ce sentiment-là, et c'est finalement une vision très gauchiste même de l'histoire, non? Alors en fait, il y a une tendance à gauche chez les enseignants et plutôt de centre-gauche globalement dans les manuels. Par contre, en fait, le problème c'est plutôt qu'on fait une histoire qui est moins personnalisée. C'est-à-dire qu'on va plus avoir de grandes figures, mais on n'aura pas tellement non plus les petites figures. C'est-à-dire qu'on va avoir une histoire très théorique. C'est-à-dire on va dire c'est la souffrance du soldat et non pas tel soldat qui s'est engagé volontairement, comme Jean-Corentin Carré, qui triche sur son âge, qui s'engage, qui devient soldat du rang, qui, quand il atteint l'âge normal, dit, voilà, j'ai triché, je veux devenir un soldat normal, qui ensuite devient aviateur, qui se fait tuer. Et donc on va pas parler d'une personnalité,
on va parler de la souffrance en général en prenant des petits bouts de texte Mais ça n'a pas où de les sens, soldats ça. disent « je souffre ». Attendez, pardon, C'est pas excusez-moi, l'histoire, mais ça. ça n'a pas de sens. C'est de la philo, c'est pas de l'histoire, ça, chef. Non, c'est l'histoire de TF1, ça. C'est l'histoire à la façon TF1. Est-ce que, par exemple, on écrit dans un livre d'histoire quelque part un jour que Chamberlain a encouragé Hitler à envahir l'Autriche, l'Anschluss et les Sudètes? Est-ce qu'on explique, et ça a du sens, que pour les Anglais, l'ennemi c'est la France et pas l'Allemagne? Alors en fait, ce qui va se passer, c'est que si le professeur est bon, et il y en a quand même beaucoup qui sont bons, il va expliquer ça. Parce qu'il va faire le lien entre les petits morceaux qu'il y a dans les livres. C'est-à-dire que les manuels, c'est la partition du professeur, et c'est le professeur qui fait la musique. Et donc, on va avoir des petits bouts qui sont pas reliés entre eux. Parce que si vous reliez, vous prenez un risque. Vous dites, voilà, c'est de la faute de Chamberlain si Hitler envahit la Tchécoslovaquie. C'est grâce ce qui est en partie vrai. Oui, Ou c'est c'est vrai. grâce à lui, selon le point de vue. Mais en fait, le lien, il est difficile à faire, il est toujours contestable. Donc le manuel, il est prudent, il dit rien. Un dernier mot sur les politiques. On a beaucoup entendu les politiques de gauche comme de droite vouloir finalement écrire eux-mêmes les programmes d'histoire. Alors il y avait ceux qui voulaient que les bienfaits du colonialisme soient enseignés, d'autres qui voulaient qu'on insiste beaucoup sur le génocide arménien. D'ailleurs, je crois que on en parle beaucoup plus maintenant du génocide arménien, alors que moi, ma génération, on savait même pas de quoi il s'agissait. Donc on voit bien que l'histoire évolue et que la connaissance, enseignement, il y a aussi une histoire à la mode. Est-ce que vous devez résister à ça aussi? Alors en Vous, les fait, historiens. si vous voulez, les injonctions des hommes politiques, elles se traduisent très progressivement dans les manuels. Par exemple, on a dans les manuels de géographie, en seconde, le programme a été réécrit et donc on doit beaucoup parler du développement durable. Donc on nous dit voilà, il y a des documents sur le développement durable, etc. Et après, les professeurs, ils ont leur partition et puis ils l'interprètent comme ils veulent, en improvisant, en improvisant, pas directement, mais si vous voulez, ils vont suivre ou non ces injonctions. Oui, mais enfin, les profs, ils sont obligés de suivre les programmes, ils sont notés, ils sont contrôlés. Alors en fait, ils sont contrôlés relativement rarement. Et puis après, en fait, c'est une question d'accent. C'est-à-dire, on va insister, par exemple, le témoignage de la personne qui expliquait qu'on lui a fait des cours sur la guerre d'Algérie. De son point de vue, on n'a pas assez parlé des souffrances des Algériens. Et de fait, elles sont présentes dans les livres. On va en parler. Après, on n'insistera peut-être pas assez, on parlera peut-être pas de ce qui a été attendu. C'est une histoire d'interprétation. Merci Vincent Badré. L'histoire fabriquée, ce que ne vous a pas dit à l'école, vous signez pour Mathieu et on lui fait passer le livre. Dans un instant.